Là, je vous propose donc de vous installer de l'autre côté, sur les chaises, puisque là va démarrer très bientôt la conférence gesticulée. Mais qu'est-ce que ça peut être une conférence ? Alors, je vais vous demander un tout petit peu d'imagination, parce que d'habitude, je fais un début un tout petit peu plus théâtral. Alors, imaginez un noir, hein, le rideau, là, comme ça, noir. Et dans le noir, alors, silence. Je monte sur scène. Une lumière froide sur mon visage. Déjà, ça fout l'ambiance. Et là, je dis... Je suis juif. Donc là, tout le monde dit, oh putain, je vais me barrer. Oh putain. Et puis je casse avec de la lumière, et je dis non, mais je déconne. Voilà, donc ça, c'est ce que je fais d'habitude, histoire de créer l'ambiance. Mais là, je pouvais pas trop, puis ça se prêtait pas. Ça va ? Excusez-moi, hein, j'ai réussi à casser l'ambiance quand même, c'était le but. Alors, déjà, conférence gesticulée. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce à quoi s'attendre ? À part ceux qui m'ont vu il y a un an, parce que je suis déjà venu ici pour un lycée, je sais plus comment il s'appelle. Jean-Baptiste Dumas. Ouais, il y avait beaucoup de monde, c'est ça ? Pour la plupart d'entre vous, c'est la deuxième. Les autres, conférences gesticulées, vous savez à quoi vous attendre ? Deux mots, mais ensemble, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Voilà, une conférence avec des gestes ou quelque chose comme ça, quoi. Bon, en deux mots, parce que vous allez le vivre, vous allez le voir, mais c'est devenu un style, en fait, conférence gesticulée, pour nous, c'était le mélange entre deux types de savoir. C'est une conférence, On va prendre le temps de réfléchir et de se bousculer les idées autour des notions d'identité, de racisme, de discrimination. Donc c'est une conférence où il y aura donc du savoir froid, ce savoir universitaire, théorique, scientifique, le savoir qu'on a d'habitude dans les conférences, mais qui ce coup-ci va être mélangé avec du savoir chaud. Du savoir chaud, c'est du savoir de vie, du savoir d'expérience, celui qu'on a tous, parce qu'on a tous vécu des choses, on s'est tous confrontés à des choses. Et donc je vais essayer de mélanger là du savoir froid et du savoir chaud. Alors il y a un ami, Franck Lepage, que vous connaissez peut-être, qui fait du parapente, et il dit « Quand on mélange de l'air froid et de l'air chaud, ça fait pas de l'air tiède, ça fait de l'orage. » Et donc on espère qu'en mélangeant du savoir froid et du savoir chaud, on va créer de la tempête d'idées. Voilà, brainstorming, ils disent en anglais. Voilà, donc c'est ça l'idée de la conférence gesticulée. Je vais vous raconter ma vie, et en vous racontant ma vie, je vais essayer de bousculer des idées ou poser des questions autour des notions d'identité, de racisme. On parlera aussi de laïcité, de liberté d'expression. Enfin voilà, on essaiera de brasser un peu tout ça. Alors, je vous préviens, mon objectif n'est pas de faire dans le consensuel. Mon objectif n'est pas de vous rassurer. Il n'est pas non plus de vous convaincre. Il est de bousculer des choses. J'espère qu'à la fin de cette conférence, vous ressortirez non pas voilà, avec plus de certitude, mais avec plus de questionnement. Que vous ressortirez non pas rassuré et convaincu, mais bousculé et interloqué. Donc voilà, ça ne sera pas ultra consensuel. Tant mieux si vous n'êtes pas toujours d'accord avec ce que je vais dire, c'est pas le but. Je prétends pas avoir raison sur tout, par contre, tout ce que je dirai est sincère. Voilà, voilà, j'ai de l'eau. Alors ça, c'est parce que quand je suis sur scène, j'ai un problème de sécrétion salivaire. Voilà, donc je bois de l'eau, voilà, je vous préviens. Je boirai beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Rien ? Si, quand même, vous prévenir sur les horaires, ça va durer 1h30 environ, mais il y aura un débat au milieu. Le débat, c'est un moment où je vais vous demander de vous lever, on va faire une forme un peu participative. C'est aussi l'occasion de se barrer si vous trouvez ça pas intéressant. Voilà, discrètement, tout le monde se lève, bon... Voilà, parce que c'est vrai que pendant le spectacle, c'est pas simple, hein, je le sais. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, on n'est pas là pour s'emmerder dans un spectacle. Allez, je commence. Je commence en disant que je suis juif. Parce que par contre, c'est vrai, je suis juif. Alors, pas juif pratiquant. Non, plutôt d'obédience marxiste. Je ne sais pas s'il y a des pratiquants dans la salle. Bon, mais je suis juif parce que ma mère est juive. Bon, c'est pas une juive pratiquante. Non, elle, c'est une femme de gauche, militante féministe. Plutôt le genre à regarder la religion un peu avec appréhension, d'un mauvais œil, comme ça, quoi. Mais elle est juive parce que sa mère était juive. Bon, c'était pas une juive pratiquante. Non, ma grand-mère, c'est une femme qui est venue du Maroc après-guerre. Elle a immigré en France. Et en émigrant en France, elle voulait devenir française. Voilà, elle voulait être française. Et pour ma grand-mère, être française, ça voulait dire mettre une partie de sa culture de côté, mettre une partie de ses traditions de côté. Elle voulait être française, voilà. Mais elle était juive parce que sa mère... Bref,
Je suis juif. Je sais pas s'il y a des juifs dans la salle. D'habitude, ils osent pas lever la main à la fin du spectacle, ils viennent me voir. Ah, un peu juif. Par votre grand-mère. Non, moi, il y a un truc que j'aime bien, en tout cas dans ma famille juive, il y a un truc que j'aimais énormément. C'était cette façon qu'ils avaient d'avoir une négociation directe en tête-à-tête avec Dieu. Je vous donne un exemple qui peut-être va vous parler. Vous savez sûrement que là, en ce moment, du vendredi soir au samedi soir, c'est Shabbat, et donc on n'a pas le droit de travailler. En particulier, on n'a pas le droit de créer d'énergie, donc on n'a pas le droit d'allumer la lumière. Voilà. Et dans ma famille, à Paris, ils veulent respecter strictement ce précepte religieux, mais en même temps, c'est pas pratique de ne pas avoir de lumière le vendredi soir, parce que t'es dans le noir et tout. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que le vendredi dans la journée, ils mettent une minuterie, comme ça la lumière s'allume toute seule. Hein, et c'est pas moi, c'est la minuterie. C'est bon? Ah, super, check. Allez. Et tout comme ça. Il y avait un autre exemple, c'est dans le quartier juif à Londres. Et un autre truc qu'on n'a pas le droit de faire à Shabbat, c'est de porter des choses lourdes. Parce que le fait de porter des choses lourdes est assimilé à une forme de travail. On n'a pas le droit, sauf quand on est à la maison. À la maison, on fait ce qu'on veut, quoi. Voilà. Bah, du coup, dans le quartier juif de Londres, ils ont mis un petit cordon tout autour du quartier, comme ça. Et ils ont dit à Dieu, voilà, dans le cordon, c'est la maison. Ça passe, ça? Allez. Et j'adorais ça. J'adorais cette façon d'appréhender la religion comme c'est très strict, mais en même temps, bon, ça se discute, quoi. Bon, voilà, puis je sais pas, je fêtais Shabbat souvent, j'étais à la bar mitzvah de mon cousin. Ça a marqué ma culture, même si ma mère... je suis juif, quoi. Je suis surtout catholique. En vrai, je suis surtout catholique. Enfin, de culture, je suis surtout catholique, quoi. D'abord parce que mon père est catholique. Alors lui, c'est encore autre chose. Lui, c'est un catholique pratiquant qui ne croit pas en Dieu. Donc là, on rentre dans des subtilités, hein, mais il va à l'église par habitude, par tradition, par culture, mais il ne croit pas en Dieu. Il dit de toute façon tout ça, voilà, il est communiste lui aussi. Mais du coup, il m'a amené à l'église quand j'étais petit, ça faisait partie de ma culture. Puis je sais pas, je travaille pas le dimanche, je fête Noël, j'ai un sens aigu de la culpabilité. Eh ben, ça prend. Je suis catholique. Bon, en vrai, je me sens surtout de gauche. Voilà. Ah ouais. Alors de gauche, c'est chiant parce que quand on est de gauche, il faut toujours préciser. Hein. On m'a dit que peut-être le sous-préfet serait là, donc désolé, monsieur le sous-préfet, je suis pas socialiste. Voilà. Ça. Puis en ce moment, ça peut se comprendre, il ne doit plus en rester beaucoup. Bon. Non, plutôt d'extrême gauche. Et en même temps, extrême, c'est chiant, quoi. Extrême... Jean-Michel, ça vous plaira peut-être. Je dirais communiste. Ouais, communiste, c'est... Et en même temps, ça fait vite goulag, Staline, URSS. Alors, anticapitaliste. Voilà, ça c'est... Ouais, mais anti. On est toujours anti. Altermondialiste. Altermondialiste, c'est bien. Et en même temps, il paraît qu'ils sont morts, les altermondialistes. Hein, je sais pas. Marxiste, altermarxiste. Bon, Nuit debout. Ah, je suis Nuit debout. Ah, ça, Nuit debout. Depuis 1 mois et demi, Nuit debout. Je suis devenu Camille. Vous savez peut-être, dans les médias, on n'a pas de porte-parole, on s'appelle tous Camille. Alors, les journalistes, ils disent, vous appelez comment? Camille. Tout le monde s'appelle Camille, souvent. Je suis français. Je suis né en France, j'ai grandi en France. Je fais partie de cette génération pour qui président, ça rime avec Mitterrand. Les plus jeunes, vous ne savez pas qui est Mitterrand, mais enfin, c'est un gars qui était là et pour moi, il serait président toujours, pour la vie. Je suis français, je sais pas comment... Je connais les chansons de Brassens, de Renaud par cœur. J'ai fait la fête en 98 quand on a gagné la Coupe du Monde. J'ai voté Chirac en 2002. Mais je l'ai fait, je suis français. Au deuxième tour. Au deuxième tour, oui, vous inquiétez pas. J'ai voté Hollande aussi, après je me dis, bon... bref. Mais je suis italien aussi. Je suis italien parce que mon père est italien. Et puis j'ai vécu 4 ans de ma vie quand j'étais petit. Il y a un truc que j'aime bien, je le raconte souvent dans mes conférences en Italie, c'est la façon de commander le café. Parce qu'en France, on commande le café de façon complètement fade. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun intérêt, quoi. Tu rentres dans un café, bonjour, un café s'il vous plaît. C'est nul, quoi. En Italie, il y a de la magie, il y a de la poésie dans la commande du café. Non, parce qu'en Italie, on rentre dans un café. Bon, déjà le café, mais ça c'est vrai en France, on peut le vouloir serré, allongé, court, voilà. En Italie, on peut vouloir que le café il soit dans une tasse en céramique ou dans un verre en verre, parce que ça change le goût du café. On peut vouloir que la tasse, elle soit chaude ou froide au moment où on verse le café dedans. On peut le vouloir avec du lait, mais on peut vouloir que le lait soit chaud ou froid. On peut le vouloir avec du lait de soja aussi d'ailleurs. On peut le vouloir avec sucre, sans sucre,
On peut vouloir que le sucre soit mis avant que le café coule, parce qu'il s'imprègne différemment dans le café. On peut le vouloir avec la cremina, qui est cette crème qu'ils font à Naples, dans le sud de l'Italie, avec le noir du café. Ce qui fait que je vous assure, il est assez fréquent de voir quelqu'un rentrer dans un café et dire « Buongiorno, un café stretto, macchiato freddo nel vetro caldo con la cremina, per favore. » Un café, s'il vous plaît. Je suis prof de maths. En lycée, dans un lycée du Mirail, quartier populaire de Toulouse. Je ne sais pas s'il y a des matheux dans la salle. C'est du passé. C'est du passé, les maths? Oui. Quoi, c'est fini les maths? Je ne savais pas, depuis quand? Je disais, vous êtes prof ou vous étiez prof? Je suis prof. Voilà, c'est bientôt fini, heureusement, parce que cette année a été hyper galère. Dans un lycée technique où tous les jeunes... Moi, quand je voulais être prof de maths, je me disais, je vais raconter, je vais partager ma passion pour la géométrie projective, l'algèbre linéaire, enfin... Ouais, voilà. En fait, tu te demandes pourquoi tu tortures les gamins comme ça tous les jours et tout. Enfin, c'est un peu galère. Je suis aussi éducateur populaire. C'était mon métier jusqu'à il n'y a pas longtemps. Maintenant, je le fais en parallèle. C'est ce qui fait que je suis là. Faire des conférences gesticulées. Éducateur populaire, c'est un métier qu'on a voulu réinventer, qui pour nous avait un peu disparu. On a voulu se réapproprier la tradition de l'éducation populaire, celle d'après-guerre, qui voulait remettre du politique dans tout, bousculer, faire en sorte que les gens développent l'esprit critique. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait ça. Bon, après, on se fait payer à la fin, alors tu te dis, bon, un peu bizarre, militantisme payé, je sais pas, c'est des contradictions. Je suis papa d'un petit syndicaliste. Ah non, c'est vrai, hein. Ah non, déjà, j'ai eu 2 signes dès la naissance. Un, il est né le 1er mai. Bon. Il est né, je vous jure que c'est vrai, après 35 heures de travail. Elle a galéré, hein. Depuis Nuit debout, je veux dire, il fait que ça depuis 2 ans. Hein. Comme ça au moins, il est en reconductible, lui. Non, il est formidable, c'est le plus beau. Hein. Je sais que le vôtre aussi, mais vous n'êtes pas objectif. Le mien, c'est vraiment le plus beau. Je suis... Ah, il y a 3 identités que je vous conseille en société, c'est confortable. Je suis un mec blanc hétérosexuel. Bon, c'est bien, ça va. Avec ça, t'es tranquille. Hein, t'as de la place. Je suis fils de 2 femmes homosexuelles. Alors ça a été une identité qui m'a pas mal bousculé ces derniers temps, là, il y a 1 an ou 2, là, mariage pour tous, tout ça. C'était assez étrange comme expérience à vivre. Tout d'un coup, je suis devenu un fils d'homo, enfant d'homo. Tous les journalistes qui viennent, qui te posent des questions, alors un peu étranges, hein, du genre oui, est-ce que la sexualité de votre mère vous a influencé? Je sais pas, vous, la sexualité de maman, ça a fait quoi dans votre vie? Non, c'est... voilà. Je sais pas. Il y a des gens qui disent on ne naît pas femme, on le devient, là. C'est une fameuse phrase. Bah, moi, je suis devenu enfant d'homo, comme ça, à 25 ans, tout d'un coup. Enfin non, à 28 ans. C'était assez étrange. Je suis fanfaron. C'est pas juste que je me la pète. Bon, je me la pète. Hein. Mais c'est pas que ça. C'est que je joue dans une fanfare. Une fanfare rock, metal, punk. On fait Iron Maiden, AC/DC en fanfare, c'est bien. Il y a peut-être un camarade là-bas. God Save the Cuivre, ça s'appelle, tu regarderas. J'ai plein d'identités, quoi. Et j'imagine que c'est votre cas à tous. Eh ben, ce que je suis venu vous raconter aujourd'hui, c'est qu'il y a un jour dans ma vie, un seul, où toutes ces identités ont disparu et où il m'en restait plus qu'une. Ça s'est passé le 15 février 2004. Alors je vais vous raconter ça. Le 15 février 2004, ça faisait 1 an que j'étais militant à Angers, j'étais étudiant, j'étudiais les maths à Angers, une ville de l'ouest de la France, et j'étais militant contre la guerre. Je vois non à la guerre, là, au milieu de la pyramide. Nous, ça faisait 1 an que, le 15 février 2003, juste 1 an avant, il y avait eu cette manif monstre contre la guerre en Irak. On était des millions de par le monde à être descendus dans la rue. Et donc ça faisait 1 an que ça se bougeait, qu'on bloquait la fac, qu'on militait, donc c'était des associations étudiantes, des associations de quartier, des associations musulmanes, des syndicats, des partis, des associations pacifistes comme le Mouvement de la Paix et d'autres. Et 1 an que tous ces gens s'organisaient pour refuser la guerre. Et au milieu de toute cette prise de conscience politique, pour moi, de tout ce mouvement, il y a une proposition de loi qui apparaît par le gouvernement de l'époque, qui s'appelait « Loi contre les signes ostentatoires de religion dans les écoles publiques ». On l'avait tous appelé la loi contre le voile à l'école, ou sur le voile à l'école, vous vous rappelez sûrement, qui a été votée 1 mois après, le 15 mars 2004. Et ce jour-là, il y avait une manif qui était appelée à Angers. Et moi, je sais pas, à l'époque, je trouvais ça bizarre. Je comprenais pas pourquoi des jeunes filles devaient ne plus aller à l'école. Enfin, je sais pas, j'étais pas à l'aise avec ça. Et donc, je voulais aller à la manifestation.
J'étais militant à l'époque de la LCR, Ligue communiste révolutionnaire, l'ancêtre du NPA. Et mes camarades de la LCR m'avaient dit, il ne faut pas y aller à cette manifestation, c'est des gens chelous qui l'organisent, c'est des imams des quartiers, tout ça, machin. Moi, je décide d'y aller quand même, mais j'étais pas tout seul, j'étais avec un collectif qui s'appelait le collectif de lutte altermondialiste. Voilà, et donc on va à la manifestation. Alors, je ne sais pas s'il y a des angevins dans la salle. Non, hein, bon. Je pense qu'il faut être angevin pour saisir l'effroi que j'ai pu avoir à ce moment-là. J'arrive place du ralliement, la place principale d'Angers, une très grande place, et la place est pleine d'Arabes. Pleine. Alors, blague à part, je vous assure que ça m'a fait bizarre. Il y a des Arabes à Angers, hein. Il y en a beaucoup hein, même, mais on les met dans des quartiers en périphérie de la ville, hein. Genre à des quartiers auxquels on donne des jolis noms pour faire joli, genre Belle-Beille, La Roseraie, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Mon Plaisir. Voilà. Donc on les met dans ces quartiers comme ça, et entre eux, mais dans le centre-ville, non. Le centre-ville d'Angers, c'est une ville blanche, catho, plutôt bourgeoise. Et là, alors toutes sortes d'Arabes, hein, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes voilées, d'autres pas voilées, et tout ça qui, bon... Et donc nous, on est un petit groupe de 5-6 blancs. On reviendra sur la définition de blanc, mais disons que bon, ben, on rentre dans cette manifestation, voilà. Et là, il y a Karima qui vient me voir. Karima, c'est une militante que j'ai connue dans le mouvement contre la guerre et qui porte le voile. Et elle vient me voir et elle me dit « Ah Pablo, il faut que tu me files un coup de main. J'essaye de distribuer des tracts aux gens et les gens ne le veulent pas. » Alors là, je voulais me moquer d'elle en fait, parce que moi j'ai été militant longtemps. C'est la règle, quand on distribue un tract, les gens ne le veulent pas. C'est comme ça que ça marche. Si vous en avez jamais distribué, au moins vous en avez reçu. Alors, vous marchez dans la rue comme ça, et vous voyez un gars là-bas qui a un paquet de tracts dans les mains. Alors, vous décalez vers la gauche, l'air de rien, comme ça. Hein. L'autre, il veut vous refourguer le tract. Hein. Je sais pas pourquoi, parce que vous ne voulez pas. Mais enfin, il veut vous le fourguer. Alors, il se décale vers la droite, comme ça, et il vous le donne. Et là, vous dites... Je l'ai déjà eu. Je l'ai déjà eu. Le non merci est rare. Ça arrive, hein, mais c'est rare. Mouvement CPE, contrat première embauche. J'étais étudiant à Toulouse. Pendant le mouvement, on faisait les tracts le soir en comité de lutte, comme ça, de 10h à minuit, on réfléchissait qu'est-ce qu'on voulait mettre dans le tract. De minuit à 3h, on l'écrivait, on le maquettait. À 3h du matin, on allait à Sud Éducation qui nous prêtait son imprimante pour imprimer les tracts. On finissait l'impression à 5h du matin, on faisait une petite sieste d'une demi-heure. On arrivait à 6h à la fac, on donne le tract, je l'ai déjà eu. Ah non. Ah non, là, tu me la fais pas ça, non. Donc bon, à part si vous l'avez déjà eu, ce qui arrive, évitez le je l'ai déjà eu, c'est pas sympa. Non merci est beaucoup plus... Bon bref. Donc, je voulais me foutre de sa gueule. Évidemment que les gens veulent pas de ton tract, enfin, c'est non. Je comprends que c'est un peu plus compliqué que ça. Vous vous rappelez peut-être, mais il y avait un niveau de tension sur la question du voile à ce moment-là. Elles étaient allées dans un magasin de photocopie à quelques-unes pour l'imprimer dans la rue Le Neveu, un peu en dessous de la place du Ralliement, et elles s'étaient fait jeter littéralement du magasin de photocopie. On veut pas de vous ici et tout. Donc je prends le tract pour voir ce que cette racaille islamiste a raconté, on y va. Une école pour toutes et tous. L'école est un lieu d'émancipation, un lieu de rencontre, il doit être ouvert à toutes et tous, etc., etc. Je décide de distribuer le tract. Alors, il faut que vous vous représentiez, j'avais à l'époque les cheveux lâchés, comme ça, une grosse barbe, un kéfier, et je distribuais un tract dans une manif d'Arabes. J'en veux pas de ton tract. Quand on vient dans vos pays, là, on vous fait pas chier. Eh bien alors pourquoi vous nous faites chier chez nous? Heureusement qu'il y a des gens comme Jean-Marie Le Pen pour redresser le pays. Moi, je veux dire, quand je vais dans une mosquée, par exemple, je vais dans une mosquée, je retire mes chaussures, je m'adapte à votre culture. Pourquoi vous les laissez pas tranquilles, vos femmes, vos sœurs? Alors, 1 heure, comme ça. Vous vous rappelez l'émission Vie ma vie? Vous voyez, c'est ça, Vie ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Je comprenais rien de ce qui m'arrivait. La dernière, je voulais aller lui parler. C'était deux femmes d'une 50aine d'années qui ressemblaient à ma mère, hein, manifestement militantes féministes, ou en tout cas elles ressemblaient à ma mère, aux amis de ma mère que j'avais côtoyés. J'avais envie de leur parler parce qu'elle me dit, pourquoi vous les laissez pas tranquilles, vos femmes, vos sœurs? Moi je suis là, j'étais venu comme ça, je distribue des tracts, enfin... Je vais les voir, je leur dis, écoutez, mesdames, moi, je suis là, mais je suis pas musulman, moi. Je veux dire, je suis pas musulman.
Je suis pas comme eux. Hein. Je suis plutôt comme vous, d'ailleurs. C'est qui ces gens-là qui manifestent, enfin, mais ça là. Non, peut-être pas. Mais je suis pas musulman. C'est ça les termes que j'ai eu besoin d'employer à ce moment-là, comme pour me rassurer, me dire que j'ai eu besoin de réfléchir à ça. Je suis d'abord allé en parler avec mes camarades de la LCR. Ah, il paraît que t'es allé au rassemblement dimanche. Eh ben, beau travail. Mais on te l'a dit que ces gens, ils étaient dangereux. Mais Pablo, mais enfin, mais arrête, on n'est pas dans un monde de bisounours. Mais tu crois qu'on les connaît pas, les imams des quartiers? Mais bien sûr qu'on les connaît. Mais ces gens-là, ils sont dangereux, enfin. Mais tu te rends compte qu'en travaillant avec eux, là, tu renforces le communautarisme. Mais tu renforces le racisme. Voilà, moi j'avais envie de me foutre dans un coin et de pleurer. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais j'ai eu besoin de comprendre. J'ai eu besoin de comprendre pourquoi, une fois dans ma vie, je vivais ça. Est-ce que ces gens-là le vivaient tous les jours? Pourquoi j'avais eu besoin de me détacher d'eux? Pourquoi mes camarades, là, militants antiracistes, m'avaient dit ça? J'ai eu besoin de comprendre comment fonctionnait cette mécanique, alors je vais vous en parler. Je vais vous parler de la mécanique raciste. Alors, avant de commencer cette partie-là, est-ce qu'il y a des racistes dans la salle? Ah, il y en a un? Il y a quelqu'un qui a dit oui. Ah non, ça serait génial, c'est la première fois. Où ça? Ah non, c'est pas vrai. Non, alors, j'ai eu des juifs, j'ai eu des angevins, des matheux, tout ça, mais alors des racistes, jamais. Hein. Jamais de racistes. Mais alors pourquoi, en fait? Vous êtes raciste contre le racisme. Non, mais en fait, pourquoi? Pourquoi il n'y a jamais de racistes? Pourquoi c'est extrêmement rare, voire impossible, d'entendre quelqu'un dire « je suis raciste ». Ça arrive, mais terriblement rarement. Pourquoi est-ce que le Front National va régulièrement dans les médias expliquer qu'il n'est pas raciste, notre parti n'est pas un parti raciste? En fait, il y a trois définitions du racisme. Parce que c'est quoi le racisme? Quand on dit « je ne suis pas raciste », qu'est-ce qu'on dit? Il y a plein de gens qui disent « je ne suis pas raciste, mais hein, », ça arrive. Il y en a peut-être parmi nous des pas racistes, mais c'est quoi le racisme? Une fois, je débattais dans le cadre de tout le processus mariage pour tous. Là, je me suis retrouvé à débattre face à Christine Boutin. Vous connaissez sûrement cette personne, voilà. Et on m'a posé la question, le journaliste qui nous faisait débattre me posait la question, est-ce que vous pensez que Christine Boutin est homophobe? Et moi, j'ai eu besoin de répondre à ce journaliste, mais qu'est-ce que vous entendez par homophobe, en fait? Décrivez-moi ce que vous entendez par homophobe, et je vous dirai si je pense que Christine Boutin est homophobe. Parce qu'il y a plusieurs définitions du racisme, ou de l'homophobie, ou du sexisme. Oui, d'ailleurs, cette mécanique dont on va parler, elle marche aussi bien pour le sexisme, pour l'homophobie, etc. La première définition du racisme, c'est cette théorie scientifique qui se développe au XIXe siècle essentiellement, qui essaye d'attester, de démontrer qu'il y a une différence entre les races humaines, une hiérarchie entre elles. Certaines sont supérieures à d'autres, mais surtout, elles sont différentes, elles peuvent se distinguer génétiquement, alors ils font des analyses, des machins, des trucs. Ils l'ont fait pour justifier l'esclavage, puis la colonisation, pour expliquer que les hommes naissent libres et égaux en droit, parce que ça a continué après 1789, mais bon, on continue l'esclavage, enfin voilà. Ça a été pour justifier tout ça qu'on a construit cette théorie-là, mais c'est une théorie qui a été balayée scientifiquement, que peu de gens aujourd'hui, très peu de gens, disent « je crois en la théorie des races ». Il reste bien Nadine Morano et quelques Jean-Luc Berlu comme ça, mais enfin, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Donc c'est une deuxième définition qui est venue prendre le pas, qui a remplacé celle-là. Et Frantz Fanon l'avait annoncé, on en reparlera, mais on est passé d'une définition de nature génétique, biologique, à une autre définition. Et cette deuxième définition du racisme, ça serait plus la croyance en une théorie, parce qu'à l'époque, au début du XXe siècle, dire « je suis raciste », c'était pas polémique. Hein. Tout le monde, plein de gens l'assumaient tranquillement. Comme aujourd'hui dire je crois en la mécanique quantique, par exemple. Voilà. Je crois en telle théorie plutôt que telle autre, quoi. Maintenant, ce truc-là est devenu balayé, et donc il y a une deuxième définition qui a pris le pas. Et cette deuxième définition, elle pourrait se résumer à « le racisme serait une haine, un rejet total et absolu de tous les gens qui portent un stigmate donné. Je suis raciste si je déteste tous les Arabes, ou tous les Noirs, ou tous les Roms, ou tous les musulmans. Voilà. Ça serait cette haine inconditionnelle, irrationnelle de tous les porteurs d'un stigmate. Et c'est ça qui fait, c'est grâce à cette définition que plein de gens peuvent dire, je suis sûr que vous l'avez entendu au moins une fois dans votre vie, je ne suis pas raciste, j'ai un pote arabe.
Ben oui, parce que si le racisme c'est de détester tous les Arabes, le fait que j'ai un ami arabe suffit à me dédouaner de tout racisme. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois que des gens tiennent des propos racistes dans les médias, il y a toujours quelqu'un pour venir les sauver et dire « Mais non, il n'est pas raciste, enfin, je le connais bien, il n'est pas raciste, il a un pote arabe, Nadine Morano, je ne suis pas raciste, j'aime le couscous. » Enfin, énorme, du grand art. Bon. Donc, dans cette définition, le racisme, alors, il y a 3 propriétés à ça. Un, ça se passe dans notre tête. Le racisme, c'est dans notre tête. C'est un problème d'éducation, de valeurs, de mœurs. Voilà, il faut se défaire de ce qu'on a dans la tête, ça c'est le premier truc. Donc c'est immoral, voilà, c'est mal d'être raciste, ça se passe dans notre tête. 2, il suffit d'avoir un pote arabe pour démontrer, pour être complètement dédouané de toute accusation possible de racisme. Voilà. Et c'est un truc individuel. Chaque individu est ou n'est pas raciste. Moi, je propose une 3e définition. Alors évidemment, c'est pas moi qui la propose, hein, c'est les lectures que j'ai eues depuis. Mais je vous propose, au moins le temps de cette conférence, de prendre une 3e définition. D'abord, je vous propose de considérer que le racisme, ça n'est pas un phénomène individuel. C'est un phénomène de société. C'est pas un individu qui est raciste. Moi, je pense qu'effectivement, personne n'est raciste individuellement, complètement. Je pense qu'il y a des actes, des propos qui sont faits, qui sont tenus dans une société donnée et qui encouragent une mécanique raciste. Voilà. Donc, pour moi, quelqu'un qui dit « je suis pas raciste », je lui dis « d'accord, mais ce que tu viens de dire ou ce que tu viens de faire l'est ». Et pour moi, c'est ça la première chose qui est importante. Ce n'est pas des personnes, ce sont des actes ou des propos. Mais surtout, ce sont des actes ou des propos qui viennent renforcer des discriminations. Le racisme, c'est pas d'abord des valeurs, une morale ou quoi. C'est d'abord, dans une société donnée, le fait qu'il y a des gens qui sont discriminés. Dans une société donnée, le fait qu'il y a des gens qui ont plus de difficultés à trouver un boulot, à trouver un logement, qui ont moins de place à l'Assemblée. Combien il y a de Noirs, d'Arabes, de musulmans à l'Assemblée nationale, dans les places de pouvoir, dans les grands médias? Combien il y a de Roms dans ces espaces-là? Combien sont chefs d'entreprise? Combien peuvent avoir des places de pouvoir? Combien ont la liberté d'expression? Combien ont la sécurité quand ils se baladent dans la rue? Quand ils voient un policier, de se dire « il est là pour me protéger et non pas pour m'attaquer ». Enfin, ces discriminations-là, cette répartition des droits d'accès aux places de pouvoir, à la liberté d'expression, à la sécurité, il y a une hiérarchie, il y a une inégalité dans la société. Et c'est d'abord ça le racisme. Donc c'est pas d'abord dans nos têtes, c'est d'abord dans les faits, dans les actes. Et c'est pareil pour le sexisme, et c'est pareil pour l'homophobie. Sur le sexisme, un exemple, vous le savez probablement. En France, encore aujourd'hui, une femme à diplôme égal et à emploi égal qu'un homme gagne 20 à 30% de moins que l'homme. Alors qu'il y a des lois, il y a un cadre juridique qui dit égalité, etc. Dans les faits, concrètement, l'égalité n'y est pas. Donc, c'est d'abord ça. Le racisme, c'est d'abord, le sexisme, c'est d'abord des discriminations. Et ce que je vais essayer de comprendre, c'est cette mécanique, la mécanique raciste, qui nous amène à les justifier, qui nous amène à les accepter, à faire qu'on ne s'insurge pas, qu'on ne se mette pas en grève de la faim à chaque fois qu'on constate qu'effectivement, il y a des gens qui sont discriminés au quotidien, qui n'ont pas les mêmes droits que les autres, etc. Voilà, donc c'est cette mécanique qui nous amène, nous, je parle de nous là, nous qui ne sommes pas racistes, nous qui sommes antiracistes, de gauche, enfin tout le monde n'est peut-être pas de gauche, mais enfin, qui voulons le vivre ensemble, etc. Cette mécanique qui nous amène nous aussi à tenir des propos ou à avoir des actes parfois qui encouragent cette mécanique. Donc je vais essayer de décortiquer ça. Ça va être le moment un peu savoir froid, la conférence. Voilà, j'espère que ça ne va pas être trop plombant. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps non plus. Comment fonctionne la mécanique qui nous amène à justifier les discriminations? Alors, la première étape de la mécanique raciste, c'est celle qu'en termes un peu pompeux, on appelle essentialiser ou radicaliser. C'est réduire la personne à une seule identité. C'est ce que j'ai vécu, moi, un jour dans ma vie. Le 15 février 2004. Un jour dans ma vie, tout le monde me voyait que comme un musulman. En plus, bon, je me sens pas particulièrement musulman, mais peu importe. On voyait que ça, comme si j'étais rien d'autre que ça. Il y a eu un phénomène assez intéressant ces derniers temps, c'est le maire de Londres qui a été élu. Et alors c'est le musulman sadique, je sais plus comment il s'appelle, comme si le mec il était musulman, quoi. Comme s'il n'avait pas un combat politique derrière lui, une histoire, une classe sociale, je sais pas, enfin, une éducation, une culture, une famille. Non, il est musulman, voilà. C'est réduire la personne à une unique identité. C'est extrêmement violent de le vivre. Moi, je l'ai vécu ce jour-là. Il y a beaucoup de blancs. Encore une fois, je reviendrai sur la définition de blanc, mais en 2 mots, pour moi, blanc, c'est pas une question de couleur de peau. C'est une question de est-ce que dans la société française, on est discriminé ou pas. Il y a les uns qui sont discriminés, les arabes, les noirs, etc. Et puis les blancs qui, eux, le sont pas. Donc,
J'emploie le terme blanc, voyez-le vraiment non pas en termes de défense de la race blanche, mais dans l'idée de moi je suis pas discriminé du fait de ce que je suis. Ben, des blancs comme moi, quand on est allé, moi je suis allé au Sénégal, tu vas au Sénégal, et puis tu as des gens qui te regardent et qui disent « Oh, le toubab, le blanc, le blanc !» Moi j'avais envie de dire « Mais je suis pas blanc, je suis normal. Hein, je suis normal. » Voilà. Eh ben, il y a des gens qui le vivent tous les jours. Des personnes qui tous les jours sont regardées à travers le prisme de « tu es noir », les femmes voilées particulièrement. Plein de femmes voilées nous disent « J'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle, les gens pensent que je parle au nom de l'islam, comme si je n'étais qu'une femme voilée. » Enfin. Il y a un très bon exemple sur l'essentialisation, c'est Jean-Marie Le Pen en 2004, au moment de la loi sur le voile, il avait dit « Évidemment, je suis contre le voile à l'école est un lieu laïque, bon. Mais je ne suis pas contre le fait qu'elles puissent le porter dans la rue, ça permet de les identifier. » La deuxième étape de la mécanique raciste, c'est altériser. En termes plus simples, c'est « ils ne sont pas comme nous ». Il y a les uns et il y a les autres. Il faut accepter la différence. La différence. Hein. Il faut tolérer la différence. Elle fait chier, mais enfin, il faut la tolérer. La différence. Mais la différence, c'est l'autre. Hein. Je vous ai dit, je suis prof de maths. Alors, petit cours de maths. Accrochez-vous, attention. Soit deux éléments, A et B. Supposons que A est différent de B. Alors, théorème, B est différent de A. Bon. Ça va, hein, ça va, jusque-là ça va. Et pourtant, souvent, la différence, c'est l'autre. C'est pas moi. Rappelez-vous ce slogan, au début des années 80. Touche pas à mon pote. Touche pas à mon pote. D'où ça vient, ça ? D'où il est venu, ce slogan ? Il est venu d'une marche qui a commencé au début des années 80, qui s'appelait la marche pour l'égalité. C'était des gens issus de l'immigration, certes, mais qui étaient pour la plupart français et qui disaient « on veut être égaux, on veut des droits égaux, on veut en finir avec les discriminations, tous les mêmes droits ». Donc il y avait vraiment l'idée d'égalité. Cette marche a été rebaptisée par les médias et par une partie, y compris de la gauche, la marche des beurs. En faisant ça, on a dit c'est les autres, c'est les beurs, c'est pas nous, c'est les beurs qui marchent. Et puis après ça, on a fondé un mouvement, alors je sais pas qui, mais enfin, en tout cas, moi qui me sens de gauche, je pense que ça fait partie de notre histoire. Quand j'étais gamin, j'étais à la fête de SOS Racisme, et ce mouvement a dit « touche pas à mon pote ». Et ce faisant, il a dit « il y a mon pote, que nous, on est censé protéger ». Voilà, c'est le « touche pas à lui », là. Il faut accepter la différence. Il faut accepter l'autre. Voilà, l'autre. Christine Delphi, qui est une sociologue que j'aime beaucoup, elle explique « quand on nous dit « il faut accepter l'autre », qui c'est qui parle ? Qui c'est qui parle ? Ben, c'est pas l'autre. Si l'autre parlait, dans la même phrase, il dirait « il faut m'accepter ». Vous voyez, il parlerait de lui. Donc c'est pas l'autre qui parle. Donc il y a l'autre là, mais c'est quelqu'un qui fait pas partie d'eux là, qui fait partie de nous. Donc on va l'appeler l'un, hein, vous me suivez ? Donc il y a l'un et l'autre. Et l'un nous dit à nous, avec un petit clin d'œil de connivence, on fait partie d'un même nous, il faut que nous acceptions l'autre. L'autre dans cette affaire, c'est celui qui est montré du doigt, c'est celui qui est nommé, c'est celui qui parle pas. C'est celui qui est objet du discours mais jamais sujet. Celui qui parle pas. D'ailleurs, dans les médias, l'autre, il parle très peu. Il a très peu de paroles dans les médias dominants. C'est celui auquel on peut donner un nom. Avant, on l'appelait indigène ou français musulman. Après, on l'a appelé immigré, issu de l'immigration, issu de la diversité maintenant. Bon. Donc, on lui donne le nom qu'on veut à l'autre. L'autre, par contre, il ne peut pas nous donner un nom à nous. Non, c'est pas symétrique cette affaire. Si l'autre, il nous donne un nom à nous, ça s'appelle du racisme anti-blanc. Il y en a une qui a essayé, c'est Ouria Boutelja, je ne sais pas si vous connaissez, porte-parole du Parti des Indigènes de la République, un parti antiraciste radical, tout ça. Bon, et elle a proposé, elle a dit, bon, puisque moi qui suis descendante d'Algériens, et nous, les descendants d'Algériens de 2e, 3e, 4e génération, on continue à nous appeler des Algériens. Alors vous, là, les Français de souche, comme vous dites, je ne sais pas ce que c'est cette souche, mais enfin, vous, les Français de souche, on va vous appeler des souchiens. Bon. Alain Finkielkraut sur France Inter qui dit « On entend très très bien le trait d'union entre chien et sous, là, dans sous-chien. » Bon. En tout cas, elle a essayé de nous donner un nom et elle a été attaquée en justice, bon, heureusement acquittée, pour racisme anti-blanc. Non, ils ne peuvent pas nous donner un nom à nous. Ils ne peuvent pas non plus donner un nom à eux-mêmes. S'ils font ça, c'est du communautarisme. Non, c'est nous qui leur donnons des noms. Altériser. Il y a les uns et il y a les autres.
La troisième étape de la mécanique raciste, elle consiste à homogénéiser. Homogénéiser, c'est-à-dire, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Il y a les musulmans radicaux et les musulmans modérés, mais enfin, en gros, quand même. C'est le passage au pluriel. Les Arabes, les Noirs, les musulmans, les jeunes de quartier, les quartiers. Voilà. Donc comme s'il n'y avait plus de différence de classe, de culture, entre chaque individu, cette homogénéisation qui des fois va très très loin. Dans le cas des femmes, il y a beaucoup de gens dans les médias et tout qui disent même pas la journée internationale des femmes, mais ils disent la journée internationale de la femme. Comme si les femmes, vous étiez devenues un concept. Voilà. La femme. Imaginez juste comme ça, la journée internationale du noir. Le noir. Voilà. C'est un peu ça. Donc on vous homogénise au point que vous devenez un concept. Pourquoi pas, pourquoi pas. Un bon moyen d'homogénéiser, c'est tout exemple, tout contre-exemple de l'idéal, de l'archétype, toute exception devient une confirmation de la règle. Vous voyez, dans les médias, quand ils nous font des trucs du genre on est allé dans un quartier populaire et on a trouvé un jeune homme qui est devenu chef d'entreprise. Incroyable, incroyable. Et donc, en faisant ça, on explique bien que de toute façon, c'est tous des ratés et puis qu'ils ne peuvent pas s'en sortir, etc. quoi. Moi, j'ai vécu ça sur la question du mariage pour tous. Quoi. Quand j'ai débattu avec Christine Boutin ou d'autres, je vous ai dit, j'ai un père. J'ai un père qui... Ma mère a eu une relation hétérosexuelle avant d'être avec ma deuxième maman, avec qui elle est depuis 30 ans maintenant. Et donc, il m'expliquait que, mais vous, ça n'a rien à voir. Vous, ça n'a rien à voir. Vous avez un père. C'est pas de ça qu'on parle. Comme s'il y avait un modèle de famille homoparentale et qu'on ne parlait que de ce modèle-là. Voilà. Ils doivent être tous pareils. Donc ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape de la mécanique raciste, c'est péjorer. C'est d'expliquer que nous valons mieux qu'eux. Ils ne sont pas comme nous, ils sont tous pareils, et puis ils sont moins bien que nous, quoi. Et dans cette péjoration, il y a toujours un double aspect. Il y a toujours un aspect, ils sont dangereux, et un aspect, ils ne sont pas capables. Une incapacité, c'est des gens inférieurs, et puis c'est des gens dangereux, supérieurs en un sens, voilà. À la fois supérieurs et inférieurs. Je veux dire, par exemple, moi j'ai rien contre les homosexuels. Non, je veux dire, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, mais pour les enfants, quand même. Non, mais je veux dire, forcément, ça va créer des traumatismes, quoi. Enfin, je veux dire, t'es élevé forcément. Et puis, c'est dangereux. Ils sont pas capables d'élever leurs enfants comme il faut, mais en plus, c'est dangereux pour notre civilisation. Le mariage, non, dangereux et pas capable. Le droit de vote des étrangers aux élections locales, une promesse du gouvernement Hollande. Et Mitterrand. Voilà, mais moi j'avais pas voté pour Mitterrand, mais Hollande j'ai voté pour lui, et merde. C'est quoi les arguments qu'on nous donne? Pourquoi ils le font pas? Pourquoi ils le font pas? C'est pas compliqué, ça coûte rien. Pourquoi ils le font pas? Ils donnent deux arguments. Un, vous vous rendez pas compte, ils sont pas capables, ces gens-là, de voter de façon démocratique. Ils vont forcément voter de façon communautariste. Ça va créer des ghettos, ça va créer des... Donc ils sont pas capables. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça va appliquer la charia dans les quartiers, je sais pas quoi. Donc il y a toujours ils sont incapables et ils sont dangereux. Des fois dans une seule et même personne. Et le phénomène qu'il y a eu sur les femmes voilées, c'était ça. On nous expliquait tout à la fois que ces femmes étaient incapables de l'avoir choisi elles-mêmes, forcément elles étaient soumises à un homme, ça ne pouvait pas être un choix individuel, et en même temps elles étaient dangereuses. Elles étaient dangereuses pour l'école, pour la laïcité, pour notre civilisation. Donc la même personne était une femme complètement soumise et incapable de décider pour elle, et en même temps dangereuse pour notre civilisation. Et donc ce phénomène-là, pas capable, dangereux, c'est ce qui vient justifier le fait qu'ils sont moins bien que nous. Et alors vous voyez, ça tourne. Une fois que on les regarde à travers cette unique identité, ils sont pas comme nous, ils sont tous pareils et ils sont moins bien que nous, l'étape 0, c'est pas vraiment une discrimination en fait. Enfin, je veux dire, c'est normal, enfin, il y a des bons exemples de ça. Christine Boutin, c'est presque une humoriste. Moi, je la compare à une humoriste. Des fois, elle nous sort des trucs formidables. Alors, il y en a eu un que j'ai adoré pendant le mariage pour tous. C'était énorme. Elle l'a sorti pendant qu'on a débattu, mais je l'avais déjà entendu à la télé. Elle me dit, écoutez monsieur, je suis juriste, et je peux vous dire que les homosexuels ne sont pas discriminés en France. Ah non, ils ne sont pas discriminés. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je suis juriste.
Un homosexuel, comme un hétérosexuel, a le droit de se marier, monsieur. Eh oui, simplement, comme un hétérosexuel, il doit se marier avec quelqu'un de l'autre sexe. Et voilà. Fantastique, formidable. Donc là, c'est même pas la justifier, c'est carrément la nier, tu vois, il n'y a plus de discrimination. Et ce truc qui pour moi est de l'ordre de la blague, hein, on dirait vraiment qu'elle voulait faire rire, et ben en fait je me suis rendu compte que c'était ce genre de mécanique de pensée que moi j'avais pu avoir en 2004, quand je disais des choses du genre, en même temps c'est vrai qu'une jeune fille voilée là, elle peut pas aller à l'école, bah si, elle peut aller à l'école, juste il faut qu'elle enlève son voile. Bon, ça fait moins marrer. Et c'est ça que je vais essayer de décortiquer. Comment il y a certaines discriminations, comment on en est arrivé à ce qu'en France, entre 2004 et 2016, ça fait 12 ans, qu'il y a des personnes, des femmes par ailleurs, et on va y revenir, qui ne peuvent pas aller à l'école. Quand on pense aux États-Unis des années 60 et qu'on se dit qu'il y avait des personnes qui ne pouvaient pas... 60, c'était déjà fini, peut-être non, c'était pas fini. Qu'il y avait des personnes qui ne pouvaient pas prendre le bus avec les Blancs, qui avaient des logiques d'apartheid dans le monde, ça nous paraît extrêmement choquant, on ne dit plus jamais ça. Eh bien en France, il y a des personnes qui n'ont pas le droit d'aller à l'école. Et pour moi, c'est une mécanique qui nous a amenés, nous, la gauche antiraciste, à ne pas voir, à ne même pas se rendre compte de comment ça peut être vécu comme une discrimination extrêmement forte, le fait de ne pas pouvoir aller à l'école. Je vais essayer de décortiquer tout ça. Avant de continuer, bon, je voulais préciser, vous l'avez sûrement compris, je vais prendre un exemple particulier de racisme tout au long de cette conférence, et cet exemple, c'est ce qu'on appelle l'islamophobie, donc ce rejet à l'égard des personnes musulmanes ou supposées musulmanes, parce qu'il y a des personnes pas musulmanes qui subissent ça malgré tout. Il y a plusieurs raisons que j'ai choisi, qui font que j'ai choisi cet exemple. La première, c'est, je vous ai dit, conférence gesticulée, je vous raconte ma vie, et c'est quelque chose qui m'a touché une fois, le 15 février 2004, et depuis, parce que je me suis mis à militer avec des personnes musulmanes, des femmes qui se battent pour les droits des femmes, et du coup ça me touche. Donc bon, c'est un des principes. La deuxième raison, c'est que je pense que c'est un racisme particulièrement fort en ce moment, qui se développe, et qui pour moi est extrêmement dangereux. C'est un point de vue subjectif, mais c'est ce que je pense. La troisième raison, c'est que c'est pas consensuel. Voilà. Parmi nous, enfin nous, je sais pas, on se connaît pas encore, mais dans tous les milieux associatifs, politiques que j'ai côtoyés, moi, ces 15 dernières années, c'est une question qui divise, qui clive, qui est difficile à traiter, où on n'est pas tous d'accord. Et je me dis, autant aller foutre les pieds dans le plat, là où, hop, ça va créer de l'animation, voilà. Et donc je pense que c'est important qu'on parle aussi des choses pas qui nous divisent pour nous diviser, mais où on a besoin d'aller creuser. Et encore une fois, je vous ai dit, cette conférence n'est pas consensuelle et elle ne le recherche pas. La dernière raison, c'est que ça vient achever ce processus que je parlais au début, ce nouveau racisme-là, qui dit le problème, c'est un problème culturel, c'est un problème de civilisation. Ça vient achever ce processus de passage d'un racisme à un autre, qu'a annoncé Frantz Fanon, ce militant anticolonial, qui a beaucoup milité aux côtés des Algériens, et qui expliquait on va passer d'un racisme de nature biologique, qui parle de nature de l'être humain, à un racisme de nature culturelle, où on va nous expliquer que notre culture, notre civilisation, nos mœurs, sont supérieures aux leurs. Et on va le poser en termes civilisationnels, culturels. Et c'est ça qui va justifier dorénavant le racisme. Et je pense que c'est ce racisme-là qui vient achever ce processus-là, qui nous amène à avoir du mal à refuser de se positionner en supérieur, parce qu'on nous dit, si on ne veut pas se positionner en supérieur, si on ne veut pas dire que quand même, une société qui affirme égalité entre hommes et femmes est supérieure à une société qui pratique l'excision, eh bien oui, quand même. Eh bien si on n'est pas d'accord avec ça, alors c'est qu'on pense ça. Les uns pratiquent l'égalité homme-femme, les autres pratiquent l'excision, chacun fait ce qu'il veut. Hein. On nous donne le choix entre se sentir supérieur ou dire chacun fait ce qu'il veut. Et pour moi, les deux ne vont pas. Évidemment qu'on peut porter un jugement politique sur des actes qui sont posés, et notamment l'excision. Mais pour autant, je n'ai pas envie qu'on positionne notre culture, notre civilisation comme supérieure. Et donc je pense que c'est particulièrement dangereux, et c'est aussi pour ça que je voulais décortiquer ça. Et alors, il y a un acteur important de cette mécanique raciste qui la renforce, qui la développe. Et cet acteur, ce sont les médias. Une fois de plus, c'est la question de la violence des jeunes sur fond d'insécurité qui monopolise l'attention des habitants des banlieues parisiennes, et ce alors que l'État se remet à peine des attentats de novembre dernier. Vols en réunion, braquages, agressions tournantes sont le quotidien dans ces quartiers où les forces de l'ordre osent à peine pénétrer.
De Mantes-la-Jolie, et au risque de sa vie, notre envoyé spécial Thierry Thiraud. Thierry, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. La violence des jeunes connaît une ascension qui n'est pas sans inquiéter les forces de sécurité. Il suffit de regarder les statistiques. Le nombre de reconduites à la frontière, de clandestins étrangers a augmenté de 23% cette année. Le nombre de contrôles de police, de présumés délinquants, qu'ils soient d'origine afro-antillaise, cigano-roumaine ou arabo-musulmane, a augmenté de 12%. Comme vous le voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Oui, d'ailleurs, je parlais tout à l'heure avec un chiffre qui me disait que les habitants ne se sentent plus en sécurité dans ces quartiers. Mais c'est surtout l'apparition de deux phénomènes nouveaux qui inquiètent les forces de notre président. D'une part, une sorte de guerre de gang, de conflit interethnique aux allures de guerre civile, qui s'inspire largement du conflit israélo-palestinien, en reprenant à son compte l'antisémitisme absolument omniprésent dans ces quartiers. D'autre part, le développement d'un intégrisme musulman, véritable base de recrutement pour le djihad islamique, et qui, de Kouik-Halal en burqa, joue un rôle majeur dans l'oppression des jeunes filles de ces ghettos communautarisés. Une question se pose alors à nous tous, peut-on laisser faire longtemps sans réagir ? Merci Thierry, et maintenant le soleil qui avait dit... Bon, j'ai un peu forcé le trait, un petit peu, mais en fait à peine. D'abord j'ai forcé le trait en disant les médias. Je sais bien que tous les médias font pas ça, heureusement qu'il y a Radio Grille ouverte, pour compenser. Non, évidemment que tous les médias font pas ça, mais d'abord il y en a certains qui le font volontairement, et puis d'autre part la dynamique globale des médias, c'est celle-là. Celle que Daniel Mermet, qui s'est fait virer de France Inter, a appelé l'islamalgame. Le fait de dire dans une seule et même phrase immigrés, clandestins, arabes, musulmans, intégristes, terroristes, conflit israélo-palestinien, comme ça on comprend bien rien de ce qu'on raconte, quoi, voilà, on mélange bien l'islamalgame. L'autre truc qu'ils font beaucoup, c'est, on en a parlé déjà, l'homogénéisation. Tous ces pluriels, tous ces concepts qui veulent rien dire, les quartiers, les jeunes, mais aussi à chaque fois qu'ils montrent un contre-exemple, faire en sorte que ce contre-exemple montre bien que la règle, c'est vraiment que ces gens sont inférieurs. Mais essentiellement quand même parler des quartiers populaires comme des endroits, des zones de non-droit, dangereuses, etc. Il y a un phénomène qui est très très fort aussi médiatiquement, c'est ce qui s'appelle la logique du bouc émissaire. C'est parler d'un vrai problème, un problème réel, qui existe malheureusement dans toute une société, mais ne l'attribuer qu'à certaines parties de cette société. C'est par exemple le cas de l'homophobie, de l'antisémitisme. On nous explique que l'homophobie et l'antisémitisme est circonscrit au département de la Seine-Saint-Denis, voilà. Il y en a, alors que quand même le mouvement Manif pour tous nous a montré que quand même c'était l'homophobie, il y en avait un peu partout dans notre société, voilà. Non, c'est homophobie dans ce sens-là, des discours homophobes, etc. Ben non, ça serait circonscrit aux banlieues et quartiers populaires. Sur l'antisémitisme, c'est pareil. On nous explique que ces gens-là, la France a une histoire antisémite, a une culture antisémite. C'est la France et pas les gens issus de l'immigration qui sont responsables de la collaboration avec l'Allemagne. Enfin, le devoir de mémoire, il faut qu'on le fasse, nous, bien plus que d'autres qui n'ont malheureusement, enfin, heureusement, j'en sais rien, mais... Enfin bref, on a ce devoir de mémoire à faire. Des fois, ça va très très loin, cette logique du bouc émissaire. Il y a un problème, par exemple, qui est gravissime en France, c'est le problème du viol, et en particulier du viol en réunion, quand plusieurs personnes violent une ou plusieurs femmes. Ces phénomènes de viol et de viol en réunion, tous les sociologues nous expliquent que c'est des phénomènes qui existent dans toutes les classes sociales, dans tous les milieux sociaux, et globalement, grosso modo, à proportion égale de la classe sociale. Bien sûr, il y en a plus chez les pauvres que chez les riches, mais c'est parce qu'il y a plus de pauvres que de riches. Mais en proportion, il y en a à peu près partout pareil. Or, quand les médias nous parlent de viol et de tournante, ça n'est que dans les quartiers populaires. Il n'y a que dans ces cas-là qu'on le regarde. Et ça a un double effet. D'une part, péjorer, regardez ces gens-là qui violent leurs femmes dans des caves, en plus ils font ça, c'est dégueulasse, on dirait des animaux, enfin voilà. Et d'autre part, altériser. Ils sont pas comme nous, on le fait pas. Et ça dédouane toute une partie de la société française de son propre sexisme, qui pourtant serait intéressant d'aller regarder. Et puis de temps en temps, ils nous sortent des concepts nouveaux. Alors par exemple, il y en a eu un il n'y a pas longtemps, c'était le racisme anti-blanc. Alors, dans les médias, on parlait tout le temps de ce racisme anti-blanc. J'aimerais, devant vous, défendre l'idée que le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Voilà, j'aimerais qu'on cherche un autre concept. Il y a des gens qui me disent dans ma conférence, attends, tu peux pas dire ça, parce que moi, je suis blanc, j'habite dans un quartier populaire à Toulouse, et je peux t'assurer que on me regarde seulement comme blanc,
qu'on me dit, vous les blancs, là, vous n'êtes pas comme nous, vous êtes tous pareils, vous les blancs, même sale coton-tige ou je sais pas quoi, je me fais insulter en tant que blanc. Bien sûr, mais ce que je lui dis, c'est que toute cette mécanique-là, qu'on peut vivre en tant que blanc, c'est vrai, ne vient pas justifier une discrimination étatique qu'on vivrait en tant que blanc. En tant que blanc, et pour moi c'est la définition du blanc, c'est pas une question de couleur de peau, c'est même pas tellement une question d'origine. Moi je suis blanc, et pourtant mon grand-père était algérien et ma grand-mère était marocaine. Donc je vais dire, ma pote Sarah à l'école, qui était l'arabe de la classe, elle avait un grand-père marocain, les 3 autres grands-parents étaient des Vosges. Bon, et ben, elle était arabe. Parce que ça se voyait sur sa gueule, j'en sais rien, socialement elle était arabe. Moi, socialement, je suis blanc. Moi, je ne suis pas discriminé parce que blanc, parce que du fait de ma couleur de peau, de mes origines, en aucun cas. Donc, ce que j'expliquais à cette personne, c'est, pour moi, le racisme, c'est cette mécanique qui vient justifier un système politique, un système de discrimination. Donc, si on n'est pas discriminé, si on est plutôt privilégié, il faut trouver un autre mot. C'est pas du racisme, c'est autre chose. Il y a une mécanique, pour moi, on ne peut pas faire le parallèle. Voilà, mais il y a une autre raison qui fait que pour moi, même ce rejet-là à l'égard des Blancs, s'il existe, ça ne peut pas être considéré comme du racisme, c'est autre chose. Et cette deuxième raison, elle nous est donnée par Pierre Desproges. On me dit que des Juifs se sont glissés dans la salle. Ben, vous pouvez rester. Enfin, on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux Juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Bon, il est vrai que les Allemands cachaient mal une certaine antipathie à l'égard des Juifs. Mais enfin, c'était pas une raison pour exacerber cette antipathie, en arborant une étoile jaune à sa veste, pour bien montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu. Et pourquoi que j'irais pointer au vélodrome d'hiver ? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette ? Et je vais à la douche si je veux. Bon. Voilà, c'est horrible. Mais c'est un sketch. C'est un sketch de Pierre Desproges. D'ailleurs, je ne sais pas s'il passerait aujourd'hui ce sketch. On y reviendra, mais je me pose la question. Mais bon, c'est un sketch qui était censé faire rire. Or, en fait, quand on nous parle de racisme anti-blanc, d'animosité, d'insultes à l'égard des Blancs, bah c'est un peu ce sketch-là qu'on nous fait, quoi. On me dit que des Noirs, des Arabes, des Roms, des musulmans se sont glissés dans la salle. Bon, vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la décennie 2010, de nombreux Noirs, Arabes, Roms, musulmans ont eu une attitude carrément hostile à l'égard de l'État français. Bon, il est vrai que les Français cachaient mal une antipathie à leur égard. Enfin, c'est pas une raison. Pour exacerber cette antipathie, en se baptisant indigène de la République, en criant « Nique la France !» Et qu'est-ce que c'est que ces contrôles aux faciès ? Et j'irai à la douche si je veux. À la douche, pardon. Et j'enlèverai mon voile si je veux. Excusez-moi. Non mais c'est vrai, c'est ce sketch-là qu'on nous fait. On nous fait croire qu'une animosité, un ressentiment, qui peut même aller jusqu'à l'insulte, comme Nique la France, d'une personne opprimée, discriminée, à l'égard du système discriminant ou de la personne qui est privilégiée, ça serait la même chose que quelque chose à l'envers. C'est pas la même chose. Ça veut pas dire qu'on doit accepter toute forme d'injure qui viendrait du dominé vers le dominant, mais ça veut dire qu'il faut comprendre que c'est pas la même chose. Un bon exemple, c'est pas pareil. Un groupe de femmes qui se retrouvent entre elles et qui disent « c'est tous des salauds », qu'un groupe de mecs qui se retrouvent entre eux et qui disent « c'est tous des salopes ». On voit bien la différence, quoi. Ça ne veut pas dire que c'est tous des salauds est acceptable ou quoi, mais de ne pas faire un parallèle. Voilà. Donc pour moi, le racisme anti-blanc, il faut trouver un autre terme. De la même manière qu'il n'y a pas de sexisme à l'envers contre les hommes, ou d'hétérophobie de la part des homosexuels, c'est autre chose qui se passe. Le problème, c'est quand ces gens-là, les Zemmour, les Finkielkraut, les BHL, le mec du Point, là, de l'Express, Barbier, ces gens-là qui nous déversent leur haine quotidiennement, tout le temps dans les médias, quand on essaye de contester le fait que, bon, quand même, peut-être, ce que vous dites là, ça participe de cette mécanique et ça vient justifier, écraser, humilier des gens, liberté d'expression. Le drapeau de la sacro-sainte liberté d'expression, qui quand même est un droit fondamental en France. Alors je vous propose un petit débat sur la liberté d'expression, et puis comme ça va vous faire parler aussi. Je vous propose de vous lever et de venir me rejoindre. C'est pas vraiment sur scène parce qu'il n'y a pas de scène, mais voilà, venir là. Allez, venez tous.